Alors, je suis désolé, mais j'ai eu un problème à l'enregistrement de samedi dernier. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais refaire en quelque sorte pour que les choses soient assez claires, puisque samedi dernier, dans l'enregistrement, le son est coupé à quelques moments et c'est assez désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la présentation de l'imagerie planétaire. Ce sera peut-être moins long que celle qui a été faite samedi. Et peut-être qu'elle n'en sera que plus claire. Enfin, au moins, j'espère que les choses seront claires. Alors, on va débuter. Voilà. Donc l'imagerie planétaire, on va parler de la façon dont on peut faire des images. On va en parler de manière la plus simple possible. Ne pas obligatoirement aborder les parties les plus, les plus complexes, parce qu'en imagerie, on peut aller de l'image faite avec un smartphone à des images haut de gamme qu'un certain nombre d'amateurs font. Donc on va éviter quand même la partie haut de gamme, tout en essayant de présenter comment on peut faire de l'imagerie planétaire. Tout d'abord, commençons par les instruments que l'on peut utiliser. Les instruments sont variés. Certains ont des avantages, d'autres des inconvénients. Alors, si on prend en exemple la première image là, qui est le réfracteur, qui est typique de la prononciation anglaise ou anglo-saxonne, qu'en France on appelle ça la lunette astronomique, eh bien, la lunette astronomique a un avantage, c'est qu'elle est fermée des deux côtés. Donc en fait, la turbulence à l'intérieur de l'instrument est plutôt réduite. Ce qui est un avantage puisqu'on a très peu de temps d'adaptation à la température entre l'extérieur et l'intérieur. Donc moins de turbulence interne de l'instrument, ce qui facilite évidemment la prise d'image. L'inconvénient principal, c'est évidemment si on prend des instruments qui sont une lunette qui est achromatique, eh bien le défaut principal, ça va être, et bien sûr, le fait de voir apparaître des liserés rouges et bleus autour des objets qui sont dus au chromatisme de l'instrument. Ce chromatisme peut être réduit avec des filtres qu'on appelait autrefois minus-violet ou VR1, suivant. Et ces filtres vont permettre d'atténuer assez fortement le chromatisme. On peut aussi utiliser un filtre jaune. Un filtre jaune peut supprimer aussi le chromatisme. Après, l'image évidemment aura une teinte jaunâtre. Cette teinte jaunâtre, elle doit pouvoir être diminuée par les logiciels qui seront utilisés par la suite pour faire le traitement de l'image. Le problème principal de la lunette, c'est que celle-ci, évidemment, plus le diamètre augmente, plus la longueur du tube augmente. Ce qui veut dire que les lunettes astronomiques vont être soumises à une chose, c'est le risque d'avoir des mouvements dus à la longueur du tube. S'il y a un peu de vent, eh bien, votre tube va avoir une prise au vent plus forte et donc il va y avoir des micro-mouvements qui perturberont l'image. Ces mouvements peuvent être évités par une monture plus lourde qu'une monture qui serait normalement utilisée avec cet instrument pour observer. Il faudra quelque chose de plus solide, de plus rigide pour supporter les coups du vent sur l'instrument.
On peut aussi envisager, évidemment, mais les coûts ne sont pas les mêmes, ces défauts peuvent être régulés par l'utilisation d'encodeurs qui réagissent très vite et qui vont compenser les défauts, les mouvements de la lunette. Et donc faire en sorte que on arrive à une sorte de stabilisation de l'image. Mais toutefois, je dirais que maintenant les lunettes dites apochromatiques, qui ont des verres ED, eh bien ces lunettes vont corriger le chromatisme et vont permettre tout de même d'avoir un diamètre suffisamment important pour pouvoir faire de l'imagerie planétaire tout en ayant un tube pas trop long. Et donc on peut quand même faire de l'imagerie planétaire avec. Ensuite, on a le Newton. Le Newton, là on est à peu près au même, on a à peu près le même problème. Plus le Newton va avoir un tube long, plus ça va être un peu compliqué, plus il va subir aussi, il aura une prise de vent aussi important, de par sa longueur et de par le diamètre du tube, évidemment. Plus le tube a un diamètre important, plus il a une prise au vent. Donc ça aussi, il faut y faire attention. Le problème aussi qu'on va trouver, c'est le tube ouvert. Donc, ça veut dire une turbulence interne, une adaptation. Alors, on peut le compenser par des ventilateurs en dessous qui vont ramener l'air, égaliser l'air dans le tube pour réduire ces turbulences internes. Donc il y aura un temps d'adaptation et une mise en œuvre donc qui sera un peu plus longue. Ensuite, on trouve le casse-grain. Le casse-grain a des avantages. D'abord, le tube est court, donc ça c'est quand même intéressant. Et ensuite, il est assez bien corrigé pour différents problèmes d'aberration et donc donnera des images intéressantes au niveau planétaire. Reste ensuite d'autres instruments, je ne les citerai pas tous, mais notamment le Matsukov. Alors le Matsukov est vraiment un bon instrument pour faire du planétaire. Le seul truc, c'est qu'évidemment, vous avez à l'avant du Matsukov, dans son système optique, on a ce qu'on appelle un ménisque qui corrige le fait que le miroir soit sphérique. Alors, ça a un avantage. Souvent, le champ est assez grand et il y a une planité assez sympa du champ. Il a des focales assez longues. Et donc on peut grossir assez facilement l'image. Le seul problème, c'est qu'on peut difficilement aller au-delà de 180 de diamètre. On peut atteindre les 200, mais à ce moment-là, l'épaisseur du ménisque devient un problème, puisqu'en fait, il devient presque aussi lourd, voire plus lourd que le miroir principal, ce qui amène évidemment des problèmes d'équilibrage. Et des problèmes d'installation, puisque le poids de l'instrument va devenir plus conséquent, et ce qui amènera inévitablement à avoir une monture conséquente pour pouvoir supporter ce poids. Mais l'imagerie faite avec les Matsukov est vraiment intéressante. Voici une autre version, où on retrouve aussi le Schmidt Cassegrain, dont je n'ai pas parlé jusque-là. Le Schmidt Cassegrain, eh bien, lui, il est fermé, donc ça c'est intéressant aussi, puisque ça réduira, comme dans le cas du Matsukov, ça réduira énormément la turbulence interne. Le seul défaut qu'on puisse trouver, c'est le fait que la lame de fermeture va favoriser plutôt le rouge, les couleurs rouges, que le bleu. Alors il semblerait que c'est quelque chose qui a été corrigé sur les versions Edge. Bon. Où là on aurait une tendance à ramener tout dans le vert.
Donc, à voir. De toute façon, en imagerie planétaire, la chose primordiale, c'est de tester, avec l'instrument que l'on possède. On va tester, faire des essais pour voir quels résultats on peut avoir, et puis surtout, avec l'instrument, jusqu'où on peut aller en imagerie planétaire. Alors voilà des descriptifs un peu plus fournis de l'intérieur des instruments, la lunette, le télescope Newton. Alors le télescope Newton a un avantage quand même assez intéressant, c'est qu'on peut avoir un diamètre assez important sans trop de difficultés, et surtout il est facile d'utilisation, quoi. Le seul problème, ça va être la collimation régulière, puisque en fonction, quand on veut arriver à faire des images assez précises, en fonction du temps, en fonction de l'utilisation, le fait de l'utiliser un peu vers le bas, un peu vers le haut, tout ça, on peut avoir de légères modifications de la collimation. Et donc la collimation, eh bien, il faut la vérifier pour être sûr que l'image soit le plus parfaite possible. Ça, c'est très important. Et puis enfin, les versions de tubes fermés, qu'ils soient Matsukov, Schmidt-Cassegrain ou autres. L'avantage principal étant la compacité de ces systèmes et le fait qu'ils soient fermés et non qu'on ait très peu d'échanges thermiques. Alors, on peut aussi faire de l'imagerie planétaire avec autre chose qu'une lunette astronomique ou qu'un télescope astronomique. On a un collègue qui s'appelle Sébastien et qui est marchand et qui, lui, s'est dit pourquoi je ne ferais pas de l'imagerie planétaire avec un téléobjectif. Donc il a un téléobjectif 400 mm qui est, si j'ai bonne mémoire, ouvert à 4, ce qui est déjà pas mal. Et là-dessus, il a mis une caméra IMX ZWO, IMX 290, et il a utilisé, pour augmenter la période focale, il a utilisé une Barlow. Alors je crois que c'est les PowerMat, Barlow x3 ou Barlow x5. Et il a mis le tout sur sa monture, alors je crois que c'est la EM200. Voici l'image de son montage. Donc vous voyez, il y a un cône en plastique qu'il a fabriqué et avec une imprimante 3D. Et ce que vous voyez derrière, eh bien, c'est une espèce de montage qu'il a fait pour refroidir la caméra. Bon, c'est pas une imagerie planétaire, c'est pas important, mais enfin, il a fait ce montage-là. Et vous avez, la caméra est insérée, vous la voyez en rouge, insérée dans le bloc noir. Et il utilise, on va le voir sur la suivante, une Barlow. Voilà, là on a la Barlow sans la coque noire. On voit la caméra et on voit la Barlow. Et on le voit, on voit son montage qui permet de mettre la Barlow et la caméra à l'arrière de l'objectif photo. Alors ça, c'est aussi une possibilité. Comme je dis, il faut tout essayer. Et les images qu'il en a tirées sont assez sympas. Alors il en a fait également avec son Mullen. Je vais vous les montrer ultérieurement. Voici une image planétaire, puisque on entendra par imagerie planétaire les prises de vue de la Lune, du Soleil, bien que ce soit une étoile, des planètes. Donc en fait,
c'est assez vaste, bien que les planètes soient souvent pour les amateurs assez réduits, puisqu'on va faire de l'imagerie sur Vénus, sur Mercure, j'ai plus de doutes, j'en ai pas vu souvent, sur Mars, sur Jupiter et sur Saturne. Et aussi plus loin, puisque j'ai vu des images faites sur Neptune et Uranus. Alors là, c'est le sujet le plus facile, l'objet le plus facile, la Lune, qui est avantageuse parce qu'en fait, on a une longue période entre le croissant, le premier croissant et le dernier croissant, en évitant un peu la pleine Lune, puisque bon, les détails se retrouvent très amoindris par le fait que la Lune soit éclairée par le Soleil de face, donc on n'a plus de relief visible. La Lune, elle peut être abordée donc par plusieurs moyens. Alors la Lune ou les planètes, bien sûr. Donc soit on utilise un smartphone avec un montage qui permet de faire de la digiscopie, c'est-à-dire de mettre l'objectif du smartphone en face de l'oculaire, d'un oculaire, et cet oculaire va projeter sur l'objectif du smartphone qui va recueillir, lui, agrandir l'image. Alors il y a des dispositifs pour mettre le smartphone sur l'oculaire. Le tout est de bien régler les deux face à face, c'est-à-dire que les deux objectifs, l'objectif et l'oculaire, doivent bien se faire être bien en face, et d'agrandir l'image pour éviter le vignettage, donc la forme ronde de l'image sur l'écran du smartphone. On agrandit légèrement de manière à rentrer un peu dans l'image et avoir l'image complète. Le seul inconvénient, c'est la stabilité. On peut avoir maintenant, il y a des déclencheurs d'images qui se branchent sur les fiches des écouteurs. Vous pouvez même utiliser certains écouteurs, ça marche. Vous pouvez utiliser l'augmentation du son, ça permet de déclencher l'image. Bon, ça peut être intéressant. Ça évite de toucher le système, d'éviter les vibrations. Ensuite, l'image, eh bien, le défaut du smartphone, c'est qu'on va avoir des pixels qui sont assez fins. Donc ça s'adresse normalement un peu plus à des focales courtes qu'à des focales longues. Mais ça n'empêche, il faut faire les essais. C'est toujours pareil, moi je dirais toujours la même chose, il faut essayer. Vous essayez, vous verrez bien ce que ça donne, les avantages et les inconvénients que vous aurez. Ensuite, un autre problème, c'est le format de l'image. Alors, c'est bien si c'est en format RAW. C'est pas non plus une obligation, on peut avoir aussi d'autres formats, ce sera de toute façon utilisable. Mais le format RAW, qui est un format natif, aura plus d'informations pour traiter de manière plus efficace avec un format RAW qu'avec autre chose. Et il y a aussi le format vidéo, puisque on peut faire aussi bien de la photo que de la vidéo. Mais à ce moment-là, si on fait de la vidéo, il faudra avoir quand même un suivi, puisque en faisant de la digiscopie, on a un agrandissement quand même de l'image, et il vaudra mieux quand même avoir un suivi, avoir l'instrument sur une monture équatoriale que sur une monture azimutale. Bien qu'on peut le faire, mais ça veut dire que les temps de prise de vue de film seront assez courts sur une monture azimutale, alors qu'elles pourront être un peu plus longues sur une monture équatoriale, donc on aura plus d'images au final à traiter. Et donc plus d'informations. Ensuite, cette image, les planètes, on peut aussi les imager par un appareil photo, puisque maintenant l'appareil photo, qu'il soit Canon ou autre, peut aussi bien faire de la photo que de la vidéo. Là aussi, l'avantage de l'appareil photo, c'est qu'il va avoir un format RAW.
Donc ce format RAW, ben, c'est intéressant parce que évidemment c'est un natif aussi, donc on aura beaucoup d'informations ce sera plus facile de traiter les images par la suite. Il sera donc compressé. Et il fait aussi de la vidéo, mais là il faut regarder, c'est pareil, il faut regarder le format de la vidéo pour savoir si ce format peut être pris en compte par les logiciels qu'on va utiliser pour traiter. Et pour désassembler les vidéos en images individuelles et pour les assembler de nouveau ensuite après traitement. Bon, là il faut voir si ça correspond, puisque tous les logiciels ne prennent pas en compte certains formats, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, on va avoir un autre système. Non, c'est quand même à signaler une chose, c'est que l'appareil photo, le défaut principal va être son poids. Parce que, bon, c'est un appareil photo qui est posé sur un montage qui soit vissant, soit coulissant, et il a quand même un poids sur le porte-oculaire ou sur tout système qui permettra d'assembler le télescope et l'appareil photo. Donc là, attention, méfiance, il faut prendre en compte le fait du poids. Parce que ça emmènera inévitablement des vibrations. Là aussi, il faut avoir le déclencheur souple. Il ne faut pas toucher l'appareil photo pour éviter toute vibration d'image. Ensuite, eh bien, on va avoir les caméras. Les caméras CCD ou CMOS. Ces caméras fournissent aussi différents formats. Alors, soit du RGB 24, soit alors je crois que c'est YUV, soit du RAW 8 bits, soit du RAW 16 bits. Voilà. Et elles ont un grand avantage, c'est qu'elles font aussi bien d'ailleurs de la photo que de la vidéo, mais l'avantage c'est que vous pouvez régler les choses. Donc vous pouvez régler le format. En imagerie planétaire par exemple, ça ne sert à rien d'aller enregistrer toute l'image, parce que de toute façon vous allez enregistrer à ce moment-là une grande quantité de noir. En fonction de grandissement de l'image, mais bien vous risquez d'enregistrer beaucoup de noir, ça n'a pas d'intérêt. Et puis certaines caméras ont des réglages automatisés, et du même coup, bien quand vous avez beaucoup de noir, elles ne savent pas faire franchement la différence entre le noir et elles ont du mal à régler l'image pas de la Lune, puisqu'elle est assez grande, bien que ça arrive aussi. Mais par exemple sur Jupiter ou Saturne, elles vont avoir du mal à régler la luminosité et les contrastes de l'image, parce qu'il y aura beaucoup de noir autour. Donc elles ont du mal entre les deux à savoir comment régler les choses. Donc il est préférable à ce moment-là, effectivement, de réduire la fenêtre autour de la planète ou autour de la Lune, de manière à enregistrer un minimum de noir. Parce que ça ne sert à rien. Sauf si on veut avoir par exemple des satellites enregistrer des satellites qui seraient à côté de Jupiter ou à côté de Saturne. Donc il faudra agrandir un peu plus la fenêtre. Mais l'avantage aussi de cette réduction, c'est que la vitesse de prise de vue, là où en plein format vous étiez aux alentours de 30 images secondes ou de 60 images secondes, d'un seul coup, on va se retrouver avec des vitesses qui vont dépasser les 120 images secondes, par exemple. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Et puis le format la quantité d'images prises et le format sera moins lourd. Ce sera moins lourd, les fichiers seront moins lourds, avec des cadrages un peu plus petits. Donc voilà, il faut penser à ça. Vous pouvez faire un choix entre le 16 bits et entre le RAW 16 bits et le RAW 8 bits. Il vaut mieux prendre le RAW 8 bits. Ça n'a pas de grand intérêt d'avoir du RAW 16 bits sur le planétaire. Bon, ça peut être intéressant sur la Lune, parce que peut-être que là on a un plus grand format, bon, c'est à voir.
Mais les caméras à ce niveau-là sont intéressantes parce que vous pouvez absolument régler tout dessus, quoi. Vous pouvez régler le temps de pause, le gain de l'image, vous pouvez régler le gamma, bien que c'est pas souvent le cas, on joue très peu avec le gamma, mais vous pourrez régler le contraste, la luminosité, vous pourrez régler les couleurs. Enfin, il y a un certain nombre de réglages qui sont accessibles avec la caméra plus facilement qu'un appareil photo. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez enregistrer l'image. Alors, vous pouvez l'enregistrer sous deux formats, soit la vie, bien qu'il y a des avis peu compressés aussi, mais c'est un format quand même compressé, ou en version serre. Mais la défaut du serre, c'est que c'est un format qui est natif et qui est assez lourd. Il y a très vite, vous allez voir que si vous faites un temps de pause un peu trop long, c'est plus en mégaoctets que vous allez avoir les vidéos, mais c'est en giga. Et ça peut causer un problème si votre ordinateur n'a pas suffisamment de mémoire. Bon, faites attention quand même, le format serre, c'est pas un format qui est peu gourmand en place. Hein, donc c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. Et puis c'est plus long évidemment à traiter. Donc là je pense avoir fait le tour un petit peu des caméras. Elles ont différentes qualités, hein, bien sûr. Pour les planétaires, elles ont en taille de pixels, elles vont de 1,4 à presque 4. Voire 5 pour certaines, si on prend d'anciennes caméras, on peut aller à 5 microns de taille de pixels. Bon, la plupart d'entre elles tournent entre 2 et 3,75 quoi. Voilà, donc ça c'est important parce qu'on parlera d'un autre moment d'échantillonnage et ça rentrera en compte. Le tout est de savoir que plus votre focale va être longue, plus ce sera avantageux de prendre plutôt des tailles élevées de pixels. Plus la focale est vraiment courte, plus il est intéressant de les travailler avec des pixels assez fins. Alors maintenant nous allons aborder l'image proprement dit. Donc voilà, ça c'est une image de la Lune que j'ai pris avec une toute petite lunette. Hein, on pourrait appeler ça, on pourrait croire que c'est une lunette pour enfants, une lunette pour débutants. J'ai acheté ça en Chine. Je m'étais dit, tiens, ce serait bien de l'avoir sous la main. Elle n'est pas très longue, elle est ouverte à 5, elle fait 80 mm de diamètre et elle doit avoir 400 et quelques millimètres de focale. C'est tout du plastique, mais c'est vraiment bien conçu quand même, et l'objectif est bien traité. Donc il a une assez bonne qualité. Je l'avais prise pour pouvoir me déplacer, et éventuellement, voilà, c'est léger, vous mettez ça sur un trépied photo, puis vous prenez les oculaires, vous faites plaisir. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire de l'image avec, vous voyez, des essais, tout simplement, on revient toujours à ça. Et donc j'ai mis ma ZWO, j'ai une ZWO 120 MCS, et je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc voilà l'image que j'ai obtenue. Bon, le temps était assez calme, donc c'est déjà pas mal. Il n'y avait pas trop de turbulence, parce que la turbulence est une part importante dans l'imagerie planétaire, hein. La turbulence, c'est un peu le problème principal. C'est pour ça que prendre des photos individuelles, eh bien, c'est pas toujours évident hein, d'y arriver, à moins d'attendre évidemment le creux de turbulence et d'avoir le réflexe de déclencher l'image au moment du trou. Bon, c'est un peu hasardeux, ça peut marcher, mais quand même, il y a une part de hasard et c'est pas toujours évident d'y arriver. La chose la plus facile à faire, c'est de filmer, puisque le film, lui, va enregistrer les plus mauvaises et les meilleures images. Et comme il va prendre des grands nombres d'images dans des temps très courts, eh bien,
Après, on décomposera le film en une multitude d'images et on viendra supprimer les images les moins intéressantes et garder les images les meilleures pour les compiler, ce qui donnera une image à la fin plus intéressante au niveau de la qualité en tout cas. Pour vous montrer ça, voilà une image brute. Bon, elle n'est pas moche non plus, hein. Donc cette lunette, elle est pas mauvaise, hein. Elle est prise au foyer de la lunette. Et voici l'assemblage hein, à un autre moment. Hein, j'ai pas pris ces deux images en même temps, mais c'est pour vous montrer la différence entre les deux. Donc là, c'est une image qui a été faite sur trépied photo, donc il n'y a pas de suivi équatorial. Hein, ça aussi, c'est pour vous montrer qu'il faut faire des essais et qu'on peut obtenir quelque chose sans avoir obligatoirement un gros matériel. La caméra est derrière, donc il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. J'ai positionné la Lune de manière à ce que pendant 30 secondes, elle se déplace pas trop. Voilà, de manière à la voir toujours presque en entier. Vous voyez en haut de l'image quand même qu'il y a une petite part qui est un peu coupée parce que bon, à 30 secondes c'est un peu limite. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu un film qui fait 185 images en tout. Et sur 185 images, avec un logiciel, j'ai enlevé les images qui étaient les moins efficaces. Hein, donc j'ai aligné sur un certain nombre de cratères. Puis le logiciel a enlevé les images qui étaient les plus décalées, qui ne correspondaient pas. Parfois aussi, il peut y avoir des mouvements de turbulence qui font que l'image se déforme tellement que le logiciel les supprime, hein, parce qu'elles sont trop décalées. Et au bout du compte, eh bien, qu'est-ce qui m'est resté? Il m'est resté 54 images, qui étaient, après sélection des meilleures, hein, il me restait que 54 images, et ces 54 images, je les ai empilées pour obtenir cette image. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On va gagner en contraste, on va gagner en qualité. Hein. Vous voyez que le piqué de l'image est nettement meilleur. Et ça donne une résolution plus sympa. Mais c'est fait avec des moyens qui ne sont pas conséquents. Hein. Donc là aussi, je me répète, mais testez. Faites des tests. Faites des tests. Parce que on peut obtenir des images avec des moyens assez léger en planétaire. Alors voilà une autre image faite avec une autre lunette. Donc là c'est une lunette qui fait 460 mm de focale et qui elle est toujours aussi 80, mais c'est une APO. Voilà. Donc là j'ai mis là au nouveau la ZWO, mais mon temps, j'avais de la chance, la turbulence était très faible, et donc j'ai assemblé peu d'images. Il doit y avoir 20 images au maximum, donc j'ai laissé légèrement défiler, et j'ai pris 20 images. Comme ces images étaient pratiquement en microsecondes, bon, ça a été assez rapide. Et je les ai assemblés et j'ai obtenu cette image là. Voilà. Donc là, toujours sur trépied photo. Voilà. Alors c'est nettement mieux parce que là, il faut vraiment avoir la chance d'avoir une turbulence faible pour obtenir ça. Mais il faut évidemment privilégier au plus possible l'utilisation de montures équatoriales qui vous permettra de choisir les bons moments pour prendre les vidéos, parce que l'azimutal c'est bien, le trépied photo c'est bien, mais c'est pas d'une stabilité irréprochable, et puis vous n'arrêtez pas de manipuler pour repositionner l'image, donc ça a ses inconvénients, mais on peut quand même, vous voyez, y arriver. Alors ça n'est pas de moi, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut arriver en filmant plus longtemps. Donc là c'est sur monture équatoriale, hein, de manière plus longue,
en ayant non pas 30 secondes, mais 1, 2 ou 3 minutes de pause, en ayant un maximum, en 3 minutes de pause, c'est pas tout à fait exact, 3 minutes de film, on va gagner un plus grand nombre d'images et donc on aura une résolution qui sera meilleure. Là, vous pouvez le voir. Mais quand vous regardez l'image, la partie droite est un agrandissement de l'image de gauche, mais vous voyez, c'est pas non plus avec une très longue focale, puisque l'image qu'on a là, c'est pas fait avec une image qui est une focale qui est très longue. C'est plus qu'une focale courte, mais quand même, vous voyez, la résolution est au rendez-vous. Ah, ça, c'est une image de Seb avec son Mullen. Là aussi, vous voyez à quel point, c'est toujours avec sa caméra IMX 290. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un capteur qui est plutôt sensible dans le proche infrarouge. Et dans le rouge, on réduit fortement la turbulence. Donc beaucoup d'amateurs utilisent le filtre rouge pour enregistrer l'image en noir et blanc, et ça réduit fortement l'effet de turbulence. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Et vous voyez, le détail est assez sympa quand même. Il y a du travail derrière, il y a un suivi, c'est sur une monture équatoriale, mais on voit bien que il y a du détail, il y a des choses qui sont intéressantes qui apparaissent. Mais c'est pas des moyens très conséquents, bien que son Mullen soit pas un beau télescope, mais c'est un 200 mm, mais quand même, c'est assez sympa. Alors ça, c'est une image que j'ai prise aussi. Vous voyez que ça peut arriver c'est pour vous montrer que on peut faire des images non pas filmées, mais prendre une image pour vous donner une idée. Prendre une image. Alors c'est une photo, ça s'est fait avec la lunette qu'on a à l'association, qui est une 120-1200. D'origine, l'optique de tête d'origine, c'est une optique qui vient, je crois que c'est l'armée française. Michel a monté une lunette, et en fait derrière on a tout simplement un prisme, un hélioscope d'Herschel avec des filtres. Et là, moi j'ai mis le Canon tout simplement dessus, un 450D, et j'ai fait deux images. Une image là où on est au foyer de l'instrument, et une image qui va être la suivante, qui sera faite avec un doubleur de focale. Donc là j'ai doublé l'image, la grandeur d'image. Mais ça, c'est des photos uniques, et si on agrandit l'image, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des plages faculaires, on voit les plages faculaires, on voit les granules, et on commence à distinguer des détails dans les tâches. Et ça, c'est des photos uniques. C'est-à-dire que vous imaginez, je suis derrière la lunette avec l'appareil photo, j'ai mis le live view et un superbe petit drap noir sur ma tête, parce qu'évidemment, comme il y a du soleil, il faut être dans le noir pour voir les détails du live view. Et là, j'ai le déclencheur et j'attends le bon moment pour déclencher. Il faut être très patient. Parfois, on fait beaucoup d'images, et sur cet ensemble d'images, il y a quand même quelques-unes qui sont de qualité. Voilà la suivante, vous voyez. Donc là, on voit bien les plages faculaires autour de la grande tache, même un peu en dessous. Et puis vous voyez, vous commencez à voir des détails dans l'ombre et même dans la pénombre de la grande tache. C'est des photos que j'ai faites il y a un certain temps, quand il y avait beaucoup d'images, quelques années de cela. Et j'ai réussi à faire quelques images de plus ou moins de bonne qualité, que j'ai maintenant retraité, connaissant un peu mieux le traitement, que j'ai retraité plus tard, récemment.
Et vous voyez, on peut arriver à faire quelque chose quand même avec des... sans être aller dans le... sans avoir un matériel très conséquent, quoi. Hein, je reviens toujours à ça. Alors voilà une autre image pour vous donner aussi, hein, parce que comme je veux aborder là la partie de faire dans des choses assez simples, eh bien on était un soir avec Michel à l'association, et puis bon, il y avait la Lune, il y avait Jupiter qui passait au-dessus des toits de maison, hein, donc c'était pas des conditions idéales, surtout qu'on était sur une partie bitumée, hein. Mais enfin c'était... il n'avait pas fait particulièrement chaud, donc ça allait. Et ce soir-là, on a sorti notre Newton 250, collimaté. Ça, c'est important. Et j'ai visé Jupiter. C'était faire une image un peu à l'arrache, hein, voilà, on sort le télescope, on regarde, ah, l'image est sympa, il n'y a pas trop de turbulence. Je prends la caméra, je mets dessus, et puis avec l'ordi, je bidouille pour faire en sorte que l'image, faire une mise au point sur l'image. Bon, j'obtiens cette image-là, et je me dis, tiens, il y a quand même un peu de détail, la turbulence est faible, il y a du détail qui apparaît sur l'image brute. Je fais défiler, je mets la planète, je fais en sorte que la planète défile dans la diagonale de l'image de l'ordinateur, que j'ai à l'ordinateur, et bon, je déclenche alors qu'elle a déjà passé, hein, mais elle n'est pas au bord de l'image, hein, elle est un peu plus vers le centre, et je lui dis je vais poser que 30 secondes, puis on verra bien. Donc je pose 30 secondes. Malheureusement, le seul défaut, c'est que j'ai coché une case dans le logiciel d'utilisation de la caméra, ASICAP, que j'aurais pas dû cocher. Ce qui donne ces pixels, vous voyez ici le côté trappe de Bayer qui apparaît. J'ai jamais réussi à le faire disparaître. Bon, c'est dommage parce que c'était en AVI et pas en, donc c'était un format compressé, c'était pas en format RAW. Bon, je me suis dit je vais quand même le faire. Je vais quand même utiliser, moi j'utilise un Mac, donc j'ai utilisé le logiciel Linkeos sur Mac. Alors sur d'autres plateformes, on va utiliser Registax par exemple, hein, ou d'autres logiciels pour désassembler les vidéos et ensuite choisir les meilleures images, puis aligner les images, puis ensuite empiler les images, puis traiter les images. Donc moi j'ai utilisé la Linkeos et voilà ce que ça a donné. Alors si on regarde d'un peu loin, bien sûr on ne voit plus trop, si on regarde d'assez loin, on ne voit plus trop les petits carrés. Bon. C'est dommage, je regrette fortement parce que là je vois effectivement apparaître des détails alors qu'il n'y a pas de suivi, quoi. J'ai pas de suivi du tout, hein. Je laisse défiler, je fais que 30 secondes et voilà l'image que j'obtiens. Et après, j'ai recommencé un petit peu le traitement et voilà ce que j'ai obtenu. Donc, on commence à voir. Donc, il y a un satellite, hein, sur probablement Europe d'ailleurs. Et voilà ce que j'ai obtenu. Bon, l'image serait plus sympa sans les petits carrés, mais ça veut dire que sans faire de suivi, j'ai quand même obtenu une image qui aurait pu être sympa comme prise de vue. Vous voyez là aussi, j'ai pas de suivi. Bon, j'ai un télescope le télescope fait quand même 250 mm de diamètre, mais et il doit faire 1,50 m 1,60 m de focale. Mais vous voyez, l'image n'est pas trop mauvaise, et surtout faite dans ces conditions-là, c'est quand même pas mal. C'est là que j'ai regretté de ne pas avoir l'avoir plus de temps, et puis surtout utiliser un matériel qui soit sur monture équatoriale, parce que je crois que cette nuit-là, j'aurais pu faire des images sympathiques de Jupiter.
Alors ça, c'est une image prise par Sébastien. C'est une image de Vénus. Alors il me semble que par contre cette image-là est faite avec son Mjolnir. Vous voyez. Bon, sympa aussi, toujours avec la même caméra, au foyer donc de son Mjolnir. Et voilà une photo de Jupiter. Alors il a la même en plus petit, mais avec son téléobjectif de 400, ce qui est quand même pas mal du tout. C'est assez belle image. Et vous voyez toujours avec des moyens qui sont pas extraordinaires. Ah voilà, ça c'était au 400. Voilà, ça c'est avec le 400 mm. Donc un téléobjectif 400 mm, une Barlow x5, sa caméra derrière, sur monture équatoriale, et il a filmé. Et voilà l'image qu'il a. Donc c'est des moyens qui ne sont pas très conséquents. Et quand vous voyez le résultat, vous vous dites, ouais, c'est quand même... on peut obtenir quelque chose de sympa sans trop avoir un matériel trop lourd, quoi, hein, trop encombrant ou trop conséquent. Vous voyez, l'imagerie planétaire, c'est quand même accessible sans trop de difficultés. Même s'il faut respecter un certain nombre de choses. Là, c'est un téléobjectif, donc le téléobjectif, vous faites la mise au point, vous allez avoir une planéité de champ, vous aurez une correction, bon, il n'y aura pas de chromatisme, c'est sûr que c'est un peu plus facile. Pour les télescopes, eh bien, comme les Newton et les Schmidt-Cassegrain, il faudra avoir une correction des alignements optiques de l'instrument quand même assez pointue. Parce qu'il faut à tout prix que les optiques soient bien alignées. C'est ce qui vous permettra d'avoir une belle image. Donc la collimation est impérative. Ça, c'est très très important. Il y a deux choses essentielles dans l'imagerie planétaire, c'est la collimation, la plus pointue possible, et c'est là aussi qu'on voit la qualité du miroir, parce que plus un miroir va être poli, plus on aura un ciel noir et une planète claire. Enfin, je veux dire par là que si vous mettez la planète légèrement en dehors du champ, si votre ciel devient noir sans aucune luminosité, c'est que vous avez un miroir qui est très bien poli. Si vous avez un peu une auréole très légère, une auréole, ça va. Mais plus cette auréole de lumineuse, donc qui est entraînée, qui est faite par la diffusion de la lumière émise par la planète, sera importante sur votre champ qui normalement devrait être noir, moins le poli va être conséquent, donc moins vous aurez de contraste sur l'image. Donc ça, c'est assez important. Et c'est là qu'on voit aussi la qualité du travail qui a été fait sur le miroir du télescope. Alors voilà son image de Saturne aussi faite avec le téléobjectif de 400. Donc vous voyez quand même, on a des images qui sont même pas mauvaises avec un simple téléobjectif, quoi. Même si derrière il y a une Barlow qui a des qualités, il faut bien le reconnaître, qui est de qualité. Mais c'est quelque chose qui ne demande pas obligatoirement un matériel très conséquent. Et voilà Mars, fait par Sébastien aussi, avec son Mjolnir par contre. Avec son Mjolnir, parce que sur Mars, la planète étant d'assez petit diamètre, malgré le fait qu'elle soit en opposition, là, il faut quand même grandir suffisamment l'image. Donc il faut avoir de la focale pour arriver à faire quelque chose. Et voici une autre version de Mars, donc vous voyez, faite le 14 septembre, avec, là vous avez le Mjolnir, c'est un 250, donc je me suis trompé, c'est un 250 plus la télévue x3,
plus la caméra ZWO 290 MC. Et vous voyez là apparaître les détails sur la planète. Donc elle est pas moche cette image, elle est pas mal du tout. Et là aussi, c'est de la patience pour faire. C'est de la bonne collimation, un bon suivi, un suivi qui soit correct, et un travail sur l'alignement. Le fait qu'il y ait une rigidité de l'ensemble, bon, c'est quand même important, ça demande du travail un petit peu, mais on peut obtenir des images avec des moyens qui ne sont pas trop importants, bien que là, un 250, c'est quand même déjà une belle optique. Alors bien sûr, il y a d'autres personnages qui travaillent sur l'imagerie planétaire, notamment un personnage qui est à Paris, un monsieur qui est à Paris, s'appelle Jean-Luc Dauvergne. Alors lui, il fait de l'imagerie planétaire à haute résolution. Donc ça c'est autre chose. Voici une image de Mars, donc fait le 21 septembre. Vous voyez là, le détail est assez conséquent. Bon, il a un mulon, un peu comme Seb, il a un mulon, mais il fait 300 mm de diamètre. Alors voilà ces images. Bon, là on est dans une catégorie plus évoluée, plus avancée. C'est un spécialiste du planétaire. Vous voyez Saturne. Là vous voyez quand même que on a des images qui sont quand même assez pointues. Alors, ce qui est intéressant avec Jean-Luc Dauvergne, c'est que vous pouvez suivre toutes ses recommandations, parce qu'il a mis toutes ses astuces, ses trucs, ses astuces, sa façon de faire sur YouTube. Donc vous mettez YouTube Jean-Luc Dauvergne et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour faire de l'imagerie planétaire. Là, que ce soit avec son matériel, que ce soit avec la caméra, sur les montages, sur le matériel, sur la collimation, sur la façon dont il procède pour faire les images, la façon dont il traite les images. Il a mis pratiquement tout en ligne pour partager, pour faire en sorte que les gens arrivent à faire, les astronomes amateurs arrivent à faire des images à peu près comme il le fait. Donc vous verrez, là on est dans un autre domaine, c'est l'imagerie planétaire plus poussée. Mais je pense que ça peut être quelque chose de vraiment sympa, de suivre, même si on ne va pas obligatoirement réussir la même chose. En regardant ces vidéos, vous éviterez des écueils. Voilà, c'est surtout ça, vous allez éviter des écueils, vous allez éviter de faire des erreurs. Et vous verrez qu'il y a des renseignements quand même qui peuvent être utilisés, même si on fait une imagerie planétaire moins poussée qu'il le fait lui. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo pour remplacer un petit peu la vidéo qui a été faite samedi, parce que effectivement j'ai eu des soucis, et j'espère que c'est pas le cas sur celle-ci. J'ai eu des soucis d'enregistrement au niveau du son. Non seulement il y a eu un problème avec ma clé, c'est-à-dire que quand j'ai transféré l'enregistrement que j'avais fait sur Mac de la présentation, que je l'ai fait passer en PowerPoint, pour une raison que je ne comprends pas, quand je l'ai passé sur la clé, il y a eu un souci, et du même coup j'ai pas réussi à le mettre sur l'ordi de l'assaut qui est sous Linux, et pour faire la présentation de samedi. Donc là, j'essaye de compenser un petit peu ce défaut en faisant cette présentation. Bien sûr, il n'y a pas toutes les questions qui m'ont été posées, qui ont été posées à Claude également, sur l'imagerie planétaire. Maintenant, si vous en avez, eh bien, contactez l'assaut pour
nous poser des questions, on essaiera d'y répondre de notre mieux. Hein. On n'est pas non plus des spécialistes de l'imagerie planétaire. Hein. Moi, je voulais aborder ce truc-là de manière assez simple. Surtout pour vous pousser à essayer de faire des images. On n'y arrive pas toujours. Moi-même, j'ai fait des tas d'essais avant d'arriver à faire quelque chose de correct. J'ai parfois encore de mauvaises surprises. Hein, comme là avec le transfert sur la clé. On va avoir des surprises. J'espère seulement que ça vous aura un peu donné une idée, donné envie d'essayer de faire des images. Ce qui est important en astronomie, en imagerie astronomique, qu'elle soit stellaire ou qu'elle soit planétaire, c'est d'essayer. J'ai un appareil photo, j'ai une caméra, j'ai un smartphone, je vais essayer de faire des images. Je me trompe, j'ai pas les bons réglages, ou j'ai pas pris assez de précautions pour faire mon assemblage. Par exemple, j'ai pas assez bien aligné l'objectif de mon smartphone en face de l'oculaire. J'ai appuyé sans mettre de retardateur. Enfin bon, des tas de choses qui peuvent arriver et qui fait que l'image finale risque de vous décevoir. Il ne faut pas s'arrêter à ça, je dirais. Il ne faut pas s'arrêter à oh, j'ai pas réussi, c'est pas facile. Non. Il faut se dire pourquoi j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi là à faire une image? Est-ce que c'est mon montage? Est-ce que c'est l'alignement des optiques? Est-ce que j'ai appuyé au mauvais moment? Bon. Donc il faut réessayer. Moi-même, j'ai fait de la photo pendant un certain nombre d'années. J'ai fait en photo en argentique, puis de la photo et de l'imagerie en numérique. En argentique, on avait le déplaisir quelquefois de voir que quand on passait au labo, on s'apercevait que les images que vous aviez mis beaucoup de temps à réaliser, elles n'étaient pas bonnes. Donc, le numérique, c'est un avantage, c'est-à-dire que si vous voyez que l'image n'est pas bonne, vous le savez. Voilà, ça se voit, donc vous pouvez recommencer. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Donc profitez-en, puisque vous pouvez refaire assez rapidement des images sans attendre de passer au labo, comme auparavant. Eh bien, n'hésitez pas, si quelque chose n'a pas fonctionné, vous recommencez. Vous prenez plus de temps, vous essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas passé. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu les images, eh bien, ces images, voilà, vous vous retrouvez avec des images prises, je sais pas moi, avec le smartphone ou avec l'appareil photo, puis, voilà, vous lancez quoi. Il y a des logiciels de traitement d'images, vous lancez dans le logiciel de traitement d'images, vous faites des essais, il y aura des moments où vous direz, j'arrive pas. Et d'autres moments où le résultat sera assez spectaculaire. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut se lancer, faire des tentatives avec un smartphone. Moi, je fais des tentatives un peu avec tout. J'ai même essayé il n'y a pas très longtemps, mais bon, il faut qu'on ait un temps correct. Mais j'ai trouvé une caméra, une webcam, toute bête, qui est assez sensible. Et j'ai envie de faire l'essai. Bon, elle est tellement sensible que sur la Lune, ça sature en luminosité. J'arrive pas à régler la luminosité, mais je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de faire de l'image comme le smartphone, c'est en digiscopie sur une lunette et puis essayer d'obtenir une image de planète avec. Pourquoi pas? Un petit montage, un petit raccord, et puis voilà, on essaye. Donc il faut tenter. Après tout, il faut pas se borner dans ses essais, il faut pas rester fixé sur une façon de faire. Donc voilà, faut essayer, c'est surtout ça.
essayer avec les instruments qu'on a, avec le matériel qu'on a, ben, il faut essayer de faire des images. Le planétaire, l'avantage c'est que vous avez assez de lumière, donc on n'aura pas à poser très longtemps. Comme vous avez vu, parfois on peut même se passer de monture équatoriale, même si c'est plus pratique. Il faut essayer. C'est tout ce que je peux dire. Il faut essayer de faire des images. Et puis, si vraiment il y a des difficultés, ben voilà, c'est pour ça que les associations existent. Vous contactez les personnes d'assaut, même si vous n'êtes pas adhérent d'ailleurs, vous contactez les personnes et puis elles se feront un plaisir de vous dire bah oui, là vous avez fait ça, mais il y a une erreur, il faut faire ça comme ça, ou il faut utiliser tel logiciel pour y arriver. Alors on n'a pas parlé de logiciel vraiment, mais il y a un logiciel qui passe un peu pour le planétaire, qui passe un peu sur toutes les plateformes. Enfin, je dirais qu'il y en a deux. Il y a Cyril, mais il n'est pas spécifique au planétaire. Ou il y a Registax, qui passe sur Linux, sur Mac et sur Windows. Bien que sur Mac et sur Linux, il se passe par un autre logiciel qui s'appelle Wine, et qui permet de l'utiliser sur les deux plateformes Linux et Mac. Autrement, sur Mac, il y a un autre logiciel qui s'appelle KateStacker, et il y a un mot entre les deux, je ne me rappelle plus lequel, mais qui fait aussi, qui prend aussi les images planétaires pour traiter ces images. Bon. Vous nous contactez si vous avez un problème, on essaiera de le résoudre. Et puis si vous avez aimé la présentation, et j'espère qu'elle va être que le son va bien passer cette fois, eh bien n'hésitez pas à nous le dire, vous pouvez liker. J'espère que j'aurai été assez clair. Et si vous voulez qu'on refasse quelque chose de plus spécifique sur l'imagerie planétaire, eh bien on aura une présentation un peu plus poussée, puisque celle-ci était destinée surtout à donner envie d'en faire et montrer qu'on peut le faire avec des moyens pas trop grands, pas trop importants. Voilà qui met fin à la présentation.